Oui, donc je présente le premier orateur, le docteur Hervé Brice, Institut Gustave Roussy. Je vais dire, oh, pardonnez-moi ce lapsus, hein, de l'Institut Curie. J'ai préparé un Il n'y a petit pas de mal, ordre. hein, ce sont des amis. Je vais présenter chaque orateur. Le docteur Hervé Brice est radiologue, spécialiste en oncologie, chef du département d'imagerie à l'Institut Curie. Vous avez la parole. On vous écoute. Merci beaucoup. Bonjour, mesdames, messieurs, chers collègues. D'abord, merci pour cette invitation dans cette prestigieuse assemblée et académie pour vous parler donc de l'imagerie des sarcomes. C'est un sujet très vaste, surtout en 20 minutes, compte tenu du nombre de pathologies rencontrées et des différentes techniques. J'ai décidé de vous faire une présentation qui parlera un petit peu des rappels de bonnes pratiques actuelles en imagerie pour ces maladies. Et puis, je pointerai quelques éléments sur des nouveautés, à la fois en diagnostic et en radiologie interventionnelle. Un petit rappel du contexte quand même. Vous le savez, ce sont des maladies rares. 1,5% des cancers chez l'adulte, plus chez l'enfant, mais Véronique vous l'expliquera. Et du fait, rares sont également les spécialistes, d'où l'importance du réseau NETSARC actuellement en place et dont Jean-Yves Blais vous parlera après moi, bien sûr. Les présentations de ces sarcomes sont très variables selon l'âge, selon la topographie et selon le type histologique. Et on rappelle quand même que 70% siègent dans les tissus mous, 17% dans les viscères et environ 13% dans les os. Surtout, leur présentation est très peu spécifique, avec souvent une évolution lente, indolore et du fait donc une consultation tardive. La sémiologie clinique est très peu spécifique. Celle de l'imagerie, on va en parler bien sûr, l'est, mais elle est encore partielle. Et le diagnostic différentiel entre ces sarcomes et les pathologies bénignes, qui sont évidemment beaucoup plus fréquentes, reste toujours une difficulté. L'objectif surtout, c'est d'éviter les prises en charge qui sont parfois inadaptées dans ce type de maladie rare. Elles sont inadaptées pourquoi? Parfois, c'est à cause de l'interprétation radiologique, hein, qui est imprécise, qui inclut une gamme diagnostique qui n'inclut pas lui-même l'hypothèse sarcome, parce que c'est une maladie rare, et qui ne oriente pas comme il faut le patient et le collègue qui a été à l'origine de la prescription de l'examen. Parfois, c'est la chirurgie qui est réalisée initialement sans imagerie ou sans biopsie préalable, avec des risques d'exérèse incomplète ou des risques d'exérèse inappropriés sur des tumeurs qui relèveraient plutôt d'un traitement néoadjuvant par chimiothérapie ou d'autres techniques. Euh, Vous avez ici l'exemple d'un sarcome qui a été opéré initialement sans imagerie, un sarcome pléomorphe indifférencié, et vous voyez l'imagerie finalement faite uniquement en post-opératoire qui montre un gros reliquat local. Donc là, on est devant une chirurgie d'exérèse non satisfaisante et cette situation grève le pronostic du patient. Ici, vous avez un autre exemple d'une tumeur myométriale hein, chez une jeune femme, vous voyez, avec l'utérus ici, la vessie ici. Cette tumeur qui par ordre de fréquence statistiquement est un myome, sauf que si elle est opérée comme un myome par énucléation, ce qui s'est passé ici, on obère le pronostic, puisque en l'occurrence, il s'agissait d'un léomyosarcome avec une récidive locale qui s'est produite dans les mois suivants, puis une évolution métastatique secondaire. Donc, si on veut vraiment donner toutes les chances aux patients, il faut vraiment orienter parfaitement le diagnostic d'emblée. C'est difficile aussi pour les pathologistes, hein, et Sophie en parlera après moi. On sait qu'il y a des discordances entre l'interprétation initiale et les experts dans ces maladies rares, et notamment l'utilisation de la biologie moléculaire qui est vraiment devenue indispensable aujourd'hui, qui est parfois soit absente, soit incomplète. D'où l'importance de travailler sur des bases de recommandations internationales. Il y en a qui ont été publiées il y a déjà quelques années par la Société européenne de médecine oncologique, à la fois sur le diagnostic, qui indique qu'il faut faire une imagerie initiale appropriée avec un avis multidisciplinaire, une biopsie qui doit être réalisée dans des conditions tout à fait strictes et une bonne gestion du matériel tissulaire en pathologie. Et en termes de traitement, idéalement dans un centre expert, avec une décision pluridisciplinaire avant tout geste local, avec un objectif de chirurgie monocompartimentale complète. Et vous voyez que l'imagerie finalement va intervenir à différents niveaux. Au moment du diagnostic, lorsqu'on va discuter initialement l'indication de prélèvement,
sur la technique de biopsie elle-même, puisqu'elle va la guider. Elle va intervenir au moment des discussions thérapeutiques en pré- et post-opératoire, et puis lorsqu'on traite ces patients par des traitements adjuvants pour le suivi. Donc l'imagerie, elle est un peu présente à tous les moments de la prise en charge. Que demande-t-on au radiologue? La première chose qu'on lui demande, c'est un bon tri initial des lésions. Il doit être capable d'identifier aussi bien des lésions qui sont typiquement bénignes, comme ces deux-là, et qui peuvent se présenter initialement comme des sarcomes, avec des masses intramusculaires. Ici, un aspect typique de myosite ossifiante circonscrite, qui est typiquement une lésion qu'il ne faut pas toucher, qui va régresser toute seule. Ici, une masse du mollet qui peut être inquiétante en première hypothèse, mais qui est une malformation veineuse et qui va évidemment pas relever de la chirurgie. Donc ces lésions-là, il faut savoir bien les identifier quand on est radiologue parce qu'elles sont évidemment beaucoup plus fréquentes que les sarcomes, mais elles peuvent se présenter de façon inquiétante. À l'inverse, ils doivent être capables de lancer l'alerte lorsqu'ils vont voir d'emblée une lésion très inquiétante, comme cette grosse masse dans les muscles de la cuisse ici, qui contient des contingents tissulaires, des contingents myxoïdes, des contingents graisseux, et on sait statistiquement, parce que c'est le sous-type histologique le plus fréquent dans les tumeurs des tissus mous, qu'il s'agit probablement d'un liposarcome. Ici, c'en est une autre localisation tout à fait classique dans le rétropéritoine, avec une masse ayant des contingents matures, graisseux, et des contingents dédifférenciés. Donc cet aspect-là doit être parfaitement connu et lancer l'alerte. À côté de ça, le radiologue doit être aussi modeste, être capable de connaître ses limites et de dire de temps en temps, je ne sais pas. C'est pas facile à écrire dans un compte-rendu. Donc, il faut faire une bonne analyse sémiologique à ce moment-là, être capable de dire que la lésion n'est pas typiquement bénigne, ça suffit déjà à alerter, et surtout poser l'indication de biopsie et orienter le patient dans un des centres experts nationaux. Vous avez ici, par exemple, dans l'avant-bras de ce jeune homme, une lésion qui est tout à fait régulière, qui paraît non agressive de point de vue de l'extérieur. Elle est sur un trajet nerveux. S'agit-il d'un schwannome un petit peu remanié, bénin, ou s'agit-il d'une tumeur maligne des gaines des nerfs dont la prise en charge chirurgicale va être totalement différente? Eh bien, ceci ne peut pas être donné par l'imagerie. On aura besoin d'une biopsie. En l'occurrence, ici, c'était une tumeur maligne. Ici, sur la cuisse de cette jeune femme, une lésion aponevrotique avec des signes inflammatoires, des rehaussements sur les septa, dont on connaît la valeur péjorative en imagerie. S'agit-il d'une lésion bénigne de type fasciite nodulaire? S'agit-il d'un sarcome de surface, un synovialosarcome notamment, ou d'une autre lésion? On va la biopsier. En l'occurrence, il s'agissait d'un lymphome, évidemment, maladie non chirurgicale. Donc, d'où l'importance d'avoir une bonne approche diagnostique initiale et une biopsie. Alors, comment on raisonne devant une image de tumeur suspecte de sarcome? Eh bien, on a des algorithmes que je ne vais pas avoir le temps de vous détailler aujourd'hui, mais qui sont basés à la fois sur la localisation anatomique, sur la morphologie, la taille, les limites lésionnelles, l'infiltration de contiguïté et aussi sur le signal lésionnel, puisque c'est en IRM, qui est vraiment la technique reine pour cette analyse, qu'on va pouvoir analyser les différents contingents intralésionnels. Est-ce qu'il y a des calcifications? Est-ce qu'il y a de la graisse? Est-ce qu'il y a de l'hémosidérine? Est-ce qu'il y a des contingents myxoïdes? Est-ce qu'il y a voilà, tout un tas d'éléments qui vont nous orienter sur le diagnostic. Parfois, on arrivera à conclure, parfois, on n'arrivera pas, et il faudra aller à la biopsie. Je vais vous donner un exemple qui a été particulièrement étudié ces dernières années et qui était une vraie difficulté, qui rejoint le cas que je vous ai montré initialement sur les tumeurs de myomètre. On a aujourd'hui travaillé sur la sémiologie des tumeurs myométriales pour justement précisément être capable de différencier ce qui est un myome bénin, qui est une pathologie bien sûr extrêmement fréquente, et des tumeurs agressives comme les leiomyosarcomes ou les tumeurs à malignité intermédiaire, et entre les deux, un certain nombre de myomes qui peuvent avoir un aspect agressif, mais qui restent des lésions bénignes. Aujourd'hui, on utilise des critères radiologiques en IRM qui sont très pertinents, qui sont basés sur le rehaussement après contraste, sur le signal dans les pondérations T2, par exemple ici cet aspect de très bas signal en T2 qui témoigne de la fibrose très homogène et qui est très rassurant et qui va immédiatement nous assurer de la bénignité de la lésion. Sur une autre technique qui est l'IRM de diffusion. Alors ça, ce n'est pas une nouveauté, ça fait plus de 20 ans que ça existe, mais l'application dans les algorithmes décisionnels est plus intéressante. Aujourd'hui, on se base sur cette technique pour évaluer la densité cellulaire. Plus la diffusion est restreinte,
du fait dans l'eau extracellulaire, plus la densité cellulaire est élevée. Et cette imagerie-là, elle a un avantage, c'est qu'elle est quantitative. Ce n'est pas simplement une évaluation visuelle. On peut faire une mesure de la densité dans ces lésions. Et le coefficient apparent de diffusion, il existe aujourd'hui des seuils qu'on utilise qui nous orientent sur la prise en charge. Donc ici, grâce à ces critères, on a des algorithmes décisionnels qui nous permettent d'orienter soit vers la bénignité, soit vers le risque de sarcome. Quoi de neuf en imagerie diagnostique? Un certain nombre de publications se sont orientées ces dernières années autour de la question de la radiomique. Qu'est-ce que c'est que ça? La radiomique, c'est, on le rappelle, les images radiologiques, aujourd'hui elles sont toutes numériques. On reconstruit une image anatomique sur un écran, mais derrière, c'est une matrice numérique, chaque pixel correspondant à un chiffre. Donc on est capable d'utiliser ces matrices mathématiques et d'en faire des analyses statistiques très avancées. On peut développer de multiples variables par l'analyse matricielle. Ça va permettre d'analyser ce qu'on appelle la texture des lésions. Et les analyses de texture nous permettent d'orienter à la fois sur le type histologique et éventuellement sur la réponse au traitement lorsqu'il y a un traitement néoadjuvant. Donc, je vous cite ici l'article de ma collègue Amandine Crombé qui a beaucoup travaillé à Bordeaux avec Michel Kins sur ces questions-là et qui a fait un très joli papier de méta-analyse sur ces techniques. Elles sont intéressantes. Vous avez ici un exemple où on voit très bien un lipome bénin et ici un lipome atypique, donc un liposarcome de bas grade, avec une distribution des pixels totalement différente et rien que par l'analyse mathématique, on arrive à les différencier. Ces techniques, elles ont l'avantage de l'objectivité, d'avoir une valeur prédictive et de permettre des évaluations de réponse. Le problème actuel, c'est leur reproductibilité, car il faut entraîner ces modèles sur des cohortes de patients et il y a de la variabilité entre les techniques utilisées, entre les équipements, entre les séquences utilisées, qui limitent encore leur emploi au quotidien. Mais par contre, on sait que dans l'avenir, ça va arriver et ce sera un outil de plus pour nous, pour l'interprétation. On ne peut pas parler d'imagerie en 2025 sans parler d'intelligence artificielle. Donc, oui, il y a des éléments qui arrivent dans le diagnostic des sarcomes. Et là, je rends hommage à l'étude qui a été menée par les équipes de Nancy en ostéo-articulaire et qui ont développé des modèles basés sur la sémiologie. Alors là, c'est plus de l'analyse mathématique, c'est vraiment de la sémiologie visuelle. Mais ils ont détaillé tous les critères qu'on utilise en imagerie diagnostique sur les lésions osseuses pour en faire une pondération mathématique et faire un calcul de probabilité de sarcome. C'est la classification BTI-RATS. Ils en ont fait d'ailleurs un site internet que je vous invite à consulter qui permet de rentrer les éléments sémiologiques et d'extraire derrière un grade radiologique lui-même associé à une probabilité de sarcome. Donc vous avez ici l'exemple chez ce garçon de 21 ans d'une lésion costale. Vous voyez d'agressivité intermédiaire, elle est un peu soufflante, mais il y a quand même des zones de rupture corticale. Probabilité donnée de sarcome de 30%, donc bonne indication de biopsie. En l'occurrence, par chance, c'était une histiocytose languière ancienne. Mais en tout cas, il y avait une vraie indication de biopsie. À côté de ça, j'aime bien aussi l'intelligence naturelle et une bonne radio bien faite montre parfois tous les éléments sémiologiques suffisants pour poser les indications de biopsie. Ici, vous avez un exemple tout à fait typique d'une ostéolyse perméative du tibia, avec une zone transitionnelle floue, une infiltration corticale, un aspect déminéralisé hétérogène, qui suffit en lui-même, quand on a un peu d'expérience, pour poser une indication de biopsie et faire le diagnostic ici d'un ostéosarcome télangiectasique. Donc, la sémiologie de référence en radiostandard reste un élément très fiable. En imagerie interventionnelle, je rappelle que ces dernières années, on a beaucoup développé l'utilisation qui est devenue maintenant la routine des biopsies percutanées coaxiales. Ça consiste à utiliser une aiguille d'introduction qui sert de tunnel jusqu'à la lésion et qui protège du risque de dissémination entre la peau et la tumeur. Et à l'intérieur de cette aiguille, de passer une aiguille à biopsie qui va prélever des échantillons. On s'en sert dans les tumeurs des tissus mous, dans les tumeurs osseuses avec des extensions fortes aux tissus mous, dans les tumeurs superficielles, ici une tumeur du périnée, dans les tumeurs rétropéritonéales également. Et là, le principe de base, c'est de rester monocompartimental, de ne pas prendre le risque d'ensemencer un compartiment différent avec le trajet de biopsie. On utilise des calibres suffisants de 16 ou 14 gauges, histoire de donner du matériel en quantité suffisante à nos amis pathologistes qui ont appris à travailler sur ces petits fragments et qui arrivent malgré tout à faire tous les diagnostics dont on a besoin.
La biopsie chirurgicale, elle reste nécessaire dans certains cas, et en particulier dans les tumeurs osseuses pour lesquelles on a besoin de matériel en quantité suffisante. Et on peut discuter de temps en temps des biopsies à l'aiguille qui sont quand même plus difficiles à réaliser. Mais dans des cas comme celui-ci, la biopsie chirurgicale reste une bonne indication pour le diagnostic, notamment des tumeurs ostéocartilagineuses. Et de temps en temps, ce sera une chirurgie directe lorsqu'on a des situations comme celle-ci, par exemple, où vous avez typiquement une petite tumeur rehaussée par le contraste, attenant à l'intestin grêle. Aller la chercher avec une aiguille, c'est prendre des risques de saignement, d'ensemencement, et c'est même pas sûr qu'on arrive à la prélever. Probablement, l'exérèse chirurgicale première permettra et le diagnostic et le traitement de cette tumeur gastro-intestinale stromale, vous l'avez probablement reconnue. Dans l'avenir, on ne sait pas, mais peut-être que les biologistes arriveront par la biopsie liquide à limiter le nombre de biopsies nécessaires. C'est évidemment quelque chose qui relève actuellement du domaine de la recherche, mais il n'est pas impossible que dans quelques années, on ait moins d'indications de biopsie grâce à ces techniques. Quoi de neuf en imagerie interventionnelle? Premièrement, c'est assez sécure. On l'a montré avec Sylvie, qui avait repris sur une grosse série notamment les trajets de biopsie des tumeurs rétropéritonéales. Est-ce qu'on a un risque d'ensemencement? Globalement, non. On l'a montré et on a une très bonne pertinence diagnostique sur ces prélèvements sur une série de 300 cas. Donc, même si la chirurgie n'emporte pas le trajet de biopsie, puisque ces patients sont opérés par voie antérieure, on a une très bonne efficacité et une très bonne sécurité de ces biopsies. Ce qui est nouveau, c'est qu'on s'est autorisé ces dernières années à élargir un petit peu notre champ d'action sur les biopsies. Et il y a des organes qu'on ne biopsiait pas avant, comme l'utérus, qu'on s'autorise aujourd'hui à biopsier par ces mêmes techniques de biopsie coaxiale, notamment dans les cas où il y a une suspicion de sarcome et où la question d'une conservation utérine se pose, évidemment, chez une femme jeune. Et on a montré que, à la fois sur le plan histologique et grâce aux analyses en biologie moléculaire, on arrivait à une très bonne performance diagnostique qui permettait, en préopératoire, de savoir s'il y avait une nécessité d'exérèse totale ou on pouvait faire, au contraire, une chirurgie conservatrice sur l'utérus. Et puis, il y a des régions anatomiques qu'on n'avait jamais abordées, qu'on commence à aborder, notamment dans l'orbite, qui est une région difficile pour les chirurgiens, et parfois qui nécessitent des ostéotomies latérales pour aller chercher des tumeurs profondes. Aujourd'hui, et grâce aux chirurgiens, on a mis en place avec eux des techniques de biopsie à l'aiguille guidées par échographie. Et vous voyez ici, on voit très bien en direct le globe oculaire, la tumeur, le trajet de biopsie, et on arrive à d'excellents résultats dans cette localisation. Dernier point en radiologie interventionnelle, eh bien, c'est l'utilisation des techniques d'ablathermie. Alors, les sarcomes ne relèvent pas pour la plupart de ces techniques, mais il y a une tumeur qui est intéressante à étudier avec ces techniques, c'est les tumeurs desmoïdes. L'étude qui a été publiée en 2021 par les équipes qui avaient initié ces protocoles, les équipes de Strasbourg, de Bordeaux, de Gustave Roussy, avait bien montré par l'étude CRYO-DESMO qu'on pouvait obtenir une stabilisation, voire une régression complète de ces tumeurs par des techniques de cryoablation, donc mise en place d'une aiguille dans la lésion, après avoir vérifié qu'elle était bien évolutive. Vous voyez ici une tumeur au diagnostic de paroi. Cryothérapie, 24 mois après, régression complète. C'est une technique qui est aujourd'hui recommandée, y compris en première intention, dans les recommandations internationales, et qui vient tout récemment, au mois de septembre, d'obtenir son inscription dans la nomenclature des actes avec cette technique et ce matériel. Donc, cette technique de radiologie interventionnelle est aujourd'hui utilisée et discutée en réunion pluridisciplinaire sur ces lésions. Je conclurai en rappelant, parce que je sais que l'Académie de chirurgie aime aussi l'histoire de la médecine, comme moi, que la première personne qui a introduit des tubes à rayons X dans les blocs opératoires, c'est Marie Curie, lorsqu'elle les a emmenés avec les petites Curie sur le front pendant la Première Guerre mondiale et qu'elle aidait les chirurgiens à identifier les fragments d'obus pour les retirer. Voilà. Eh ben, on essaye de suivre cette direction. Aujourd'hui, on a mis dans le bloc opératoire des échographes, des scanners, et on continue cette tradition. Et
l'aspect multidisciplinaire et la présence commune des chirurgiens et des radiologues dans les blocs opératoires est quelque chose qui est vraiment très intéressant à développer. On travaille, on n'est pas en opposition, on est complémentaires, on travaille parfois ensemble et c'est ce qui fait l'intérêt de notre spécialité. Je vous remercie. Merci infiniment. Merci infiniment. Je salue votre rigueur de la technique. Est-ce qu'il y a une question courte dans la salle? Question courte, oui. Je vous remercie infiniment, je pense au nom de tous, de la clarté de votre exposé. Et je voulais savoir quelle était la place pour dans les tumeurs molles, dans les tissus mous, aujourd'hui de l'échographie, avec les grands progrès de l'imagerie aussi dans ce domaine. Est-ce qu'il y a encore une utilité? Comment est-ce que vous concevez les choses? Oui, c'est une très bonne question parce que c'est généralement la première technique qu'on utilise lorsqu'il y a une masse dans les tissus mous. Euh, C'est une technique qu'on utilise en premier abord pour différencier déjà ce qui est véritablement d'origine tissu mou ou os avec des radiographies standards, hein. Lorsqu'on a notamment une masse sur un membre, on combine l'échographie avec la radio standard pour déjà vérifier qu'on n'est pas sur l'extension au tissu mou d'une tumeur osseuse. Ça, c'est un premier critère. Ensuite, on va analyser la lésion et grâce à l'échographie et au Doppler, on peut déjà vérifier qu'il s'agit bien d'une lésion tissulaire vascularisée par opposition à une lésion qui serait purement liquidienne, hein, ce qui permet déjà de différencier toutes les pathologies bénignes, kystiques, les kystes synoviaux, etc. Donc, c'est une première approche qui est nécessaire et qui est parfois même suffisante dans certains cas. On s'en sert beaucoup chez l'enfant. Personnellement, je travaille aussi beaucoup en imagerie pédiatrique, même si les sarcomes restent des maladies rares, on en voit aussi chez les enfants. Et c'est la première approche et c'est ce qu'on rappelle toujours. Et on est parfois confronté à des situations diagnostiques où on nous apporte une IRM ou un scanner et on nous demande de faire un diagnostic et on redemande les examens de première intention, échographie, radio et on est très aidé par ces techniques. Donc, ça reste une technique de première intention. J'ai beaucoup insisté sur l'IRM dans les tissus mous parce qu'actuellement, et chez l'adulte comme chez l'enfant, une fois qu'on a fait un diagnostic des tumeurs solides, c'est la technique de référence, à la fois pour l'orientation diagnostique et pour la localisation anatomique précise en préopératoire. Merci, docteur Brice.